Tu crois que vivre dans un château au 13e siècle était un privilège, une vie de luxe et de confort au milieu de festins et de danses? Peut-être t'imagines-tu les nobles vêtus de soie précieuse se promenant dans des jardins fleuris en dégustant des mets raffinés? Et pourtant, la réalité est bien plus rude, bien plus complexe et infiniment plus fascinante que tous ces clichés romantiques. Chaque journée commence au son brutal d'une cloche résonnant dans les murs de pierre froide. Pas de réveil en douceur, pas de matelas moelleux, pas de salle de bain parfumée, juste l'humidité, la rigueur d'un emploi du temps immuable et la pression constante d'un rôle à tenir, que l'on soit seigneur, dame ou simple écuyer. Dans ce monde, tout est codifié, hiérarchisé, surveillé. Chacun vit sous le regard des autres, sous l'œil de Dieu et surtout sous la menace permanente de la guerre, des épidémies ou de l'infamie. Tu imagines que le pouvoir donne la liberté? Faux. Ici, le pouvoir est un fardeau, un rôle à jouer sans relâche, de l'aube au crépuscule. Mais alors, pourquoi cette vie attire-t-elle encore tant de fantasmes? Pourquoi tant de romans, de films et de séries en font-ils un décor de rêve quand il s'agissait d'un univers de discipline, de privation et de devoir? C'est justement ce que je te propose de découvrir. La vérité brute, sans masque, sans ornement. Non pas l'image embellie, mais la sensation exacte d'une journée complète passée dans un château français au 13e siècle. Les sons, les odeurs, les gestes, les angoisses, tout ce que les livres d'histoire effleurent à peine. Es-tu prêt à plonger dans cette immersion totale, à ressentir le froid des dalles sous tes pieds, à entendre les sabots résonner dans la cour, à suivre les nobles à la messe, à la chasse ou à la guerre? À comprendre enfin que derrière chaque pierre sculptée se cachait une vie de labeur, de prière et de rituels implacables. Ce voyage ne te laissera pas indemne. Il brisera tes idées reçues. Il changera ta vision du passé et peut-être même celle de ton propre quotidien. Car, oui, en découvrant leur vie, tu comprendras mieux la tienne. Alors installe-toi confortablement, ferme les yeux si tu le souhaites et laisse-moi t'emmener dans cette exploration sensorielle et historique. Bienvenue dans une journée ordinaire, mais pourtant extraordinaire, d'un château français au 13e siècle. Allons-y, sans plus attendre. Tu te réveilles dans un château en 1250 et la première chose que tu entends, ce n'est pas le chant d'un coq ni le murmure d'un ruisseau, mais le son solennel de la cloche du chapelain. Elle résonne dans toute la cour, traversant les murs de pierre froide et réveillant chaque âme, qu'elle soit noble ou servante. Cette cloche marque le début d'une journée rythmée par des traditions immuables. Dans la chambre haute du donjon, le seigneur ouvre lentement les yeux, tiré de son sommeil par ses notes graves et vibrantes. Il sait que la journée commence tôt, ici, dès l'aube, car la lumière du jour est précieuse et les tâches, nombreuses. Il étire ses membres endoloris par la fraîcheur de la nuit, car même entouré de tapisseries et de lourdes couvertures, l'humidité des pierres n'épargne personne plus bas dans les quartiers des serviteurs. L'agitation commence. Les valets se lèvent rapidement, car la cloche signifie aussi l'urgence des préparatifs. Il faut allumer les foyers, tirer l'eau des puits, ouvrir les volets en bois qui protègent Dieu des vents froids et parfois des regards indiscrets. La vie au château s'ébranle lentement, mais avec discipline. Dans la cour pavée, les chevaux piaffent, déjà impatients. Certains écuyers se prestent pour vérifier les harnais et les selles, car le seigneur pourrait vouloir partir en chasse ou en inspection. À tout moment, et cette éventualité exige une préparation minutieuse. La cloche ne laisse jamais place au doute. Elle impose son rythme à tous. Dans les cuisines enfumées, les premières braises sont ravivées, les marmites posées sur les trépieds. En fer, tandis que les cuisiniers somnolents frottent leurs yeux encore lourds de sommeil, car même le plus simple petit déjeuner demande du temps et de l'organisation. Ici, rien n'est immédiat, tout requiert du labeur et du savoir-faire. Toi, qui te réveille avec le doux son d'une alarme réglée sur ton téléphone, peux-tu imaginer ce que cela signifie d'être tiré de ton sommeil par une cloche lourde martelant l'air glacial d'un matin médiéval sans possibilité de la retarder ni de l'ignorer, car elle laisse le cœur battant de cette communauté. Dans la chapelle attenante, le chapelain enfile déjà sa chasuble, préparant les premières prières de la journée, car la cloche n'est pas qu'un signal domestique. Elle est aussi une invitation spirituelle. Un rappel que la journée commence sous le regard attentif de Dieu et que chacun doit s'en montrer digne. Dans les couloirs étroits du château, les pas se font entendre, les serviteurs se croisent, se
Salut d'un signe de tête, bref et silencieux, car les premières heures du jour sont dédiées à la mise en place, à l'ordre, au réveil progressif d'une machine sociale complexe et hiérarchisée que seule la cloche parvient à synchroniser. La mi-feu cloche ne retentit pas au hasard. Elle est frappée selon un code précis connu de tous, une série de coups pour le lever, une autre pour les repas, une dernière pour le couvre-feu. Cette sonorité métallique guide la vie de chacun comme une horloge. Vivante, omniprésente et intransigeante, été. Alors que la cloche s'éteint, laissant derrière elle un écho qui se perd entre les créneaux et les courtines, chacun sait qu'il est temps de se préparer pour ce qui vient ensuite, car après le réveil vient le moment tout aussi incontournable et sacré de la prière matinale. Tu descends lentement les marches de pierre du donjon, tes pieds frôlant les dalles froides et humides jusqu'à la chapelle privée du château, car avant toute chose la journée commence ici par une prière, une offrande silencieuse aux cieux, une habitude immuable que nul n'ose transgresser, car la foi gouverne autant les âmes que les lois. La chapelle est modeste, mais richement ornée des vitraux colorés. Filtre les premières lueurs du jour, illuminant les figures saintes sculptées dans la pierre. Les chandeliers en fer forgé, encore tièdes de la veille, diffusent une faible odeur de cire fondue, et les bancs en bois usé portent les marques. Des générations qui s'y sont agenouillées, avant toi, le Seigneur entre en premier suivi de la dame, puis des enfants, tous revêtus de leurs vêtements du matin sobres, mais soigneusement ajustés. Les serviteurs, eux, se pressent dans les bas-côtés. À l'écart, mais présent, car chacun dans le château doit prouver sa dévotion avant de commencer la moindre tâche. Le chapelain s'avance jusqu'à l'autel. Sa voix grave et posée résonne entre les murs épais, récitant les psaumes les plus sacrés, pendant que tous baissent la tête, les yeux clos, les mains jointes, une pause dans la course du quotidien, un instant suspendu où l'âme s'élève au-delà des contraintes matérielles. Cette prière est brève, mais intense, elle. Scelle le début de la journée et rappelle à chacun sa place dans l'ordre divin, dans l'ordre féodal aussi. Car prier ici n'est pas seulement une démarche spirituelle, c'est un acte social, une manifestation publique de piété et d'obéissance. Toi, qui choisis ou non de prier, peux-tu imaginer ce que c'est d'avoir cette obligation ancrée dans chaque jour de ta vie de savoir que sans ce moment de recueillement, il serait impensable de vaquer à tes occupations, car ici, Dieu est partout. Dans les décisions, dans les repas, dans les batailles, les enfants observent en silence répétant les gestes qu'ils devront un jour transmettre à leur tour, la génuflexion, le signe de croix, la récitation des prières apprises dès le plus jeune âge, une éducation religieuse stricte et incontournable qui façonne leur esprit et dicte leur comportement futur. La prière s'achève sur une bénédiction que chacun reçoit. En inclinant la tête, le chapelain referme le missel d'un geste lent et solennel, puis se retire, laissant les membres de la famille se disperser doucement vers leur première tâche de la journée, chacun emportant en lui la force ou la contrainte de cette dévotion. Mais avant de commencer véritablement, leurs activités les nobles doivent en passer par une autre étape aussi quotidienne qu'indispensable, une toilette rudimentaire, mais nécessaire pour effacer les marques du sommeil et se préparer à affronter les rigueurs du jour. Dans la chambre encore fraîche du donjon, tu te tiens debout face à une bassine en métal ou en céramique remplie d'eau tirée du puits par les serviteurs. L'eau est froide, parfois glaciale, surtout en hiver, et le simple contact de cette surface lisse contre ta peau endormie suffit à te réveiller plus sûrement que la cloche ou la prière. Pas de salle de bain, pas de salle d'eau, pas de miroir en pied, juste un seau, une bassine, un linge grossier et peut-être une brosse en crin. Tu commences par te laver le visage en éclaboussant tes joues, tes paupières, tes tempes, puis tu plonges un coin du linge dans l'eau et tu frottes ton cou, tes bras, tes mains. La toilette est sommaire, rapide, fonctionnelle, pas de savon parfumé. Juste parfois un peu de cendre ou de sable pour aider à enlever les saletés, car l'hygiène ici n'est pas une priorité esthétique, mais une nécessité pratique. Il faut se débarrasser des traces du sommeil, de la sueur, de la poussière.
De la nuit, les vêtements de la veille sont souvent remis après avoir été secoués et brossés, car on ne change pas de tenue tous les jours, sauf pour les grandes occasions. Ou les banquets, les sous-vêtements, eux, sont rares et changés encore. Moins fréquemment, car leur entretien est fastidieux et coûteux. Toi qui prends ta douche chaque matin sous un jet d'eau chaude et parfumée, peux-tu concevoir ce que c'est que d'affronter chaque jour cette toilette froide, rude, sommaire dans une pièce ouverte, au courant d'air, sans aucune intimité, sans aucune douceur? La dame du château, elle aussi, se soumet à cette toilette rudimentaire, souvent aidée par une servante qui lui tend le linge, qui lui brosse les cheveux, qui lui lasse le corset, car même dans cette simplicité apparente, la hiérarchie sociale se manifeste dans chaque geste, dans chaque détail. Les enfants sont lavés rapidement par leur nourrice ou leur gouvernante, car il faut ensuite vite les habiller pour la prière ou pour les premières leçons du jour, et la toilette devient alors un moment d'éducation, de discipline, d'apprentissage des bonnes manières. Une fois la toilette terminée, les serviteurs viennent retirer l'eau souillée, la verser dans la cour ou dans les douves et préparer la bassine pour les prochains membres de la famille, car cette tâche se répète plusieurs fois dans la matinée au rythme de la vie du château et à peine cette toilette sommaire achevée. Vient le moment d'enfiler les vêtements du jour, une autre étape importante marquée par le raffinement, par le statut social et par les codes vestimentaires stricts qui régissent la vie au sein du château devant l'armoire en bois massif, où les coffres sculptés, les valets ou les dames de compagnie disposent soigneusement les vêtements du jour, des tuniques longues, des chemises en lin, des braies, des robes, parfois des surcoats brodés ou des manteaux fourrés, car s'habiller au château est un art, une cérémonie qui reflète le rang et la richesse de chacun. Le seigneur enfile d'abord une chemise en lin blanc, finement tissée, puis une tunique plus épaisse, souvent en laine ou en velours, selon la saison par-dessus. Il ajoute un surcot orné de broderies de sa devise ou de ses armoiries, puis une ceinture en cuir, travaillée parfois avec des boucles en métal précieux. La dame, elle aussi, superpose plusieurs couches, une chemise, une robe de dessous, puis une robe. Plus richement décorée, souvent avec des manches longues et flottantes. Elle ajoute un corset ou une ceinture, un voile ou une coiffe, selon les usages du moment et la mode en vigueur. À la cour, s'habiller prend du temps, surtout quand il faut lasser les corsets, ajuster les manches, fixer les agrafes et les boutons, car les vêtements ne sont pas simplement pratiques. Ils sont aussi des signes de pouvoir, des affirmations sociales que chacun porte avec fierté et avec soin. Toi, qui choisis tes habits en quelques secondes devant une armoire débordante? Peux-tu imaginer ce que c'est que de devoir enfiler, couche après couche, de vêtements lourds, contraignants, parfois inconfortables, mais indispensables pour marquer ton statut, pour te protéger du froid, pour respecter les usages? Les enfants, eux aussi, sont habillés selon leur rang et leur âge. Les garçons portent des tuniques courtes et des braies. Les filles de longues robes, souvent plus simples, mais déjà ornées de rubans ou de broderies, car leur apparence reflète l'honneur de leur famille. Les serviteurs portent des vêtements plus modestes, des tuniques de laine brute, des braies grossières, des capes simples, car leur rôle n'est pas de paraître, mais de servir. Leur habillement est fonctionnel, résistant, adapté aux tâches, parfois ingrates, qu'ils doivent accomplir. Une fois habillés, les seigneurs et les dames se regardent brièvement dans les miroirs en métal poli ou dans l'eau d'une bassine, car le verre est rare et coûteux. Ils ajustent un pli, un bijou, une ceinture, puis quittent leurs appartements pour rejoindre la grande salle ou la cour du château. Mais avant de se lancer dans les activités du jour, il est d'usage de prendre un premier repas modeste, un petit déjeuner frugal, mais nécessaire pour affronter les heures de travail ou de loisirs qui les attendent. Le petit déjeuner dans un château au XIIIe siècle est loin des festins ou des banquets. Il est simple, rapide. Fonctionnel dans la grande salle ou parfois dans les appartements privés, le seigneur et sa famille prennent debout ou assis sur un banc une tranche de pain de seigle ou d'orge accompagnée d'un morceau de fromage dur ou de lard froid, un valet. Verse un peu de vin léger ou de bière dans une coupe en métal, car l'eau est rarement bue, seule jugée impure ou dangereuse, surtout après une nuit sans mouvement où les puits stagnants peuvent abriter des maladies. La dame du château préfère
parfois une tisane ou une décoction d'herbe pour se réchauffer et apaiser les tensions du matin, tandis que les enfants grignotent du pain trempé dans le lait ou dans la soupe de la veille réchauffée à la hâte sur les braises-toies qui composent ton petit déjeuner avec des céréales, des fruits, des viennoiseries. Peux-tu comprendre ce que c'est de se contenter chaque matin de ce même pain dur et de cette boisson rustique simplement pour obtenir l'énergie nécessaire pour la journée? Les serviteurs, eux, mangent plutôt dans les cuisines ou dans la cour, souvent debout entre deux tâches, car il n'y a pas de temps à perdre. Chacun sait qu'après ce repas sommaire, les corvées commencent et qu'elles n'attendent. Personne le pain est parfois frotté d'ail ou de graisse pour en adoucir la sécheresse, mais la plupart du temps, il est avalé sec, accompagné seulement d'un regard rapide échangé avec un autre convive ou d'une consigne donnée par le Seigneur. Le petit déjeuner est aussi un moment où les premières décisions sont prises, où les consignes de la journée sont murmurées entre deux bouchées et où les serviteurs reçoivent leurs ordres pour organiser les préparatifs. Une fois ce repas terminé, chacun se dirige vers ses activités. Le Seigneur vers son entraînement militaire, la dame vers l'organisation du domaine ou la surveillance des enfants, les serviteurs vers les cuisines ou les écuries, car le château s'éveille totalement après ce court moment de répit. Dans la cour du château, les bruits métalliques des épées qui s'entrechoquent résonnent dans l'air froid du matin. Les jeunes nobles se préparent au combat, car ici, être noble, c'est aussi savoir se battre. L'entraînement militaire est quotidien, rigoureux, impitoyable, dirigé par un maître d'armes expérimenté, souvent un vieux soldat qui a vu plus de batailles qu'il ne peut en compter. Le Seigneur supervise parfois ces exercices, corrigeant d'un geste sec la posture d'un jeune écuyer ou encourageant un fils qui montre de l'adresse à manier la lance ou à tirer à l'arc. Les joutes sont simulées sur des chevaux caparaçonnés. Les cibles sont fixées au poteau et les flèches s'envolent en sifflant. Le maniement de l'épée demande force, précision et endurance. Les jeunes nobles transpirent sous leurs armures de cuir ou de métal même légères. Elles pèsent lourd après des heures d'exercice. Sous le soleil ou dans la brume du matin, les corps se fatiguent, mais la volonté reste, car un jour, ces jeunes partiront en guerre ou défendront le château. L'entraînement ne se limite pas à l'escrime. Il comprend aussi la course, le saut, la lutte à main nue, car un noble doit être fort agile, résistant, capable de survivre à la rudesse des batailles et aux imprévus des duels où la vie se joue en un instant. Toi qui pratiques le sport pour te détendre, peux-tu imaginer ce que c'est de devoir t'entraîner chaque jour, non pour le plaisir, mais pour la survie, pour défendre ton honneur, ta famille, ta terre, dans un monde où la faiblesse n'a pas de place? Les armes utilisées sont variées, des épées longues, des dagues, des arbalètes, mais aussi des masses d'armes, des boucliers lourds, car chaque noble doit savoir manier plusieurs types d'armes, selon les circonstances des tournois ou des batailles réelles. Les chevaux, eux aussi, sont entraînés dans une carrière. À part, ils apprennent à ne pas craindre le bruit des armes, à galoper malgré le poids du cavalier en armure, à s'arrêter net ou à foncer sur commande, car dans la guerre, le cheval est plus qu'un moyen de transport, il est un compagnon. De combat, les plus jeunes écuyers assistent en silence, observant les mouvements des plus expérimentés, apprenant par l'exemple avant de pouvoir, eux aussi, tenir une épée et participer aux exercices sous l'œil vigilant du maître d'armes. Mais après ces heures d'efforts intenses, vient le moment de se retirer brièvement pour reprendre son souffle, car le Seigneur doit ensuite s'occuper d'une autre tâche tout aussi importante que le combat, la gestion de son domaine et l'administration de ses terres. Dans la salle seigneuriale, ou parfois dans une pièce dédiée, le Seigneur reçoit ses intendants, ses baillis, ses hommes de confiance, car un château n'est pas seulement une forteresse, c'est aussi un centre administratif, un lieu où l'on rend la justice, où l'on organise les récoltes, où l'on perçoit les taxes, les parchemins, s'accumulent sur la table des comptes de la farine, des sacs de blé, des têtes de bétail, des redevances en argent ou en nature que les paysans doivent verser au Seigneur en échange de sa protection et de l'usage de ses terres. Le bailli expose les litiges, les conflits de voisinage, les infractions aux lois seigneuriales. Les procès sont instruits parfois immédiatement, les peines prononcées, allant de simples amendes à des châtiments corporels, car la justice ici est rapide, expéditive et incontestable.
Le Seigneur écoute avec attention, pèse les arguments, consulte parfois son chapelain ou son sénéchal avant de rendre sa décision. Car chaque jugement renforce son autorité et maintient l'ordre dans ses terres, un ordre qu'il doit préserver pour garantir la prospérité et la sécurité de son domaine. Toi qui règles tes conflits devant un tribunal indépendant, peux-tu comprendre ce que c'est d'être à la fois juge législateur et seigneur de vie et de mort sur des dizaines, parfois des centaines de personnes qui dépendent de toi pour leur survie? Les intendants rapportent aussi l'état des récoltes des troupeaux, des réparations à prévoir sur les moulins, les ponts, les fortifications, car tout cela relève de la responsabilité seigneuriale et doit être géré avec rigueur sous peine de voir le domaine s'appauvrir ou se révolter le seigneur. Prend aussi le temps de recevoir les doléances de ses vassaux, des plaintes, des demandes de secours ou de privilèges qu'il accorde ou refuse selon ses intérêts et la loyauté des suppliants, car ici tout est politique, tout est négocié après. Ces longues heures d'administration, le Seigneur peut enfin se retirer vers la grande salle où l'attend un autre moment essentiel de la vie quotidienne. Le repas pris en commun avec sa famille, ses invités et ses serviteurs dans un cadre solennel. Et codifiée, la grande salle du château est vaste, impressionnante, décorée de tapisseries colorées représentant des scènes de chasse ou des batailles célèbres au centre. Une longue table en bois massif autour de laquelle se réunissent le seigneur, la dame, les enfants, les chevaliers et parfois quelques invités de marque. Le repas commence toujours par une prière prononcée par le chapelain, puis les serviteurs apportent les chapot, les plats disposés sur des tranchoirs, des grandes tranches, de pain dur qui servent d'assiette et absorbent les jus des viandes et des sauces. Les mets sont simples, mais copieux, des viandes rôties, du gibier, de la volaille, des poissons, parfois selon les jours et les saisons, accompagnés de légumes, du potager de galettes ou de pain noir, et bien sûr de vin ou de bière pour tous. Le seigneur est servi en premier, suivi de la dame, puis des enfants, et enfin des chevaliers et des invités, car l'ordre de service reflète l'ordre social et les privilèges de chacun, tandis que les serviteurs mangent à part dans les cuisines ou après le repas. Toi qui choisis ton repas sur un menu varié, peux-tu imaginer ce que c'est que de partager chaque jour ces mêmes plats, ces mêmes recettes? Avec les mêmes personnes, dans un rituel immuable dicté par des siècles de tradition et de codes. Les conversations à table portent souvent sur la politique, les affaires du domaine, les nouvelles des autres seigneuries, parfois sur les alliances, à sceller par des mariages ou des serments, mais jamais sur des sujets frivoles, car ici, chaque parole compte. Les enfants sont silencieux, écoutant les adultes, apprenant les règles du savoir-vivre, se familiarisant avec les usages de la table, les manières de tenir une coupe, de porter une cuillère ou de découper une viande avec élégance. Le repas s'achève sur un mot du Seigneur, une bénédiction. Une annonce, puis chacun se retire pour ses activités de l'après-midi ou pour se préparer à un événement plus exceptionnel, un banquet festif qui marque les grandes occasions et transforme la salle en un théâtre de réjouissance lors des grandes occasions, comme un mariage, une victoire militaire, une naissance ou la visite d'un noble allié. La grande salle du château se transforme en un lieu de fête illuminé par des dizaines de chandelles réchauffées par de grands feux de cheminée, animés par la musique des ménestrels et des troubadours. Les tables se couvrent alors d'une profusion de mets bien plus variés que lors des repas quotidiens des viandes rares, comme le cygne ou le paon, des poissons exotiques, des pâtés, des tourtes, des fruits confits, et même parfois des épices précieuses venues de contrées lointaines. Les jongleurs exécutent des tours d'adresse. Les acrobates fascinent l'assemblée par leurs prouesses, tandis que les musiciens accompagnent les danses et les chants de la noblesse. Les rires résonnent, les coupes se lèvent, les alliances se scellent autour d'un verre ou d'un plat partagé. Toi, qui organises une fête avec des invitations numériques, peux-tu comprendre ce que c'est que de préparer, pendant des semaines, un banquet mobilisant tout un château des cuisiniers? Aux artisans, en passant par les musiciens, pour honorer une tradition, et un rang les dames portent leurs plus belles robes, parées de bijoux, de broderies, de soie rares, tandis que les seigneurs exhibent leurs armoiries et leurs meilleures armes. Dans une démonstration ostentatoire de pouvoir, de richesse et de statut, les banquets durent souvent des heures, parfois même plusieurs jours selon l'importance de l'événement, avec des moments de danse, de chant, de jeux de table, mais aussi
de discussions politiques ou stratégiques dans les alcôves discrètes de la salle, les enfants émerveillés observent les adultes apprenant les rites festifs, les gestes à reproduire plus tard dans leur propre rôle de seigneur ou de dame, perpétuant ainsi les traditions et les hiérarchies qui structurent leur monde. Mais après les festivités vient toujours le retour à la routine et à l'essentiel de l'éducation des enfants, car au-delà des apparences festives, le château est aussi une école de vie stricte et codifiée. Au château, l'éducation des enfants nobles est une affaire sérieuse, rigoureuse, méthodique. Les garçons apprennent dès leur plus jeune âge l'art de la guerre, le maniement des armes, l'équitation, la stratégie militaire, mais aussi la lecture, l'écriture et les bases du droit féodal les filles. Elles sont formées à la gestion domestique, à l'organisation du domaine, à la broderie, à la musique et parfois à la lecture et à la tenue. De la correspondance, car même si elles n'iront pas sur le champ de bataille, leur rôle social et politique est tout aussi important. Les précepteurs choisis avec soin par le seigneur et la dame sont souvent des clercs ou des chevaliers expérimentés, qui inculquent aux enfants non seulement des savoirs, mais aussi des valeurs de loyauté, de courage, de piété et de respect des traditions. L'apprentissage se fait à travers des exercices pratiques, mais aussi des lectures de romans courtois, de traités militaires ou religieux, car l'éducation noble est complète, mêlant la théorie à la pratique, le corps à l'esprit. Toi, qui vas à l'école par obligation, peux-tu comprendre ce que c'est que d'être éduqué, non pour choisir ta vie, mais pour reprendre un rôle prédéterminé, dicté par ta naissance et par les attentes de ta lignée, sans possibilité de t'en écarter. Les garçons partent souvent dès l'adolescence, servir comme pages ou écuyers dans une autre seigneurie, apprenant sur le terrain ce qu'ils ont commencé à étudier au château avant de revenir un jour chevaliers prêts à défendre leur famille. Les filles restent plus souvent au château sous la surveillance étroite de leur mère ou d'une gouvernante se préparant à devenir des épouses, des mères des gestionnaires de domaines perpétuant ainsi les alliances et les stratégies politiques. L'éducation n'est pas seulement un droit, c'est un devoir, un passage obligé pour garantir la pérennité de la lignée, la stabilité du domaine et la reproduction des structures sociales féodales. Une fois les leçons du matin terminées, les enfants comme les adultes retournent à leurs activités, car la vie au château ne s'arrête. Jamais elle se poursuit dans les cuisines, les écuries, les ateliers où les serviteurs œuvrent sans relâche pour faire fonctionner cette grande machine féodale. Dans les couloirs sombres du château, les serviteurs s'affairent dès l'aube. Leurs pas précipités résonnent sur les dalles froides. Chacun connaît son rôle et l'exécute sans attendre d'ordre, car ici, la hiérarchie est stricte et le moindre retard se répercute sur l'organisation du château tout entier. Les cuisiniers sont les premiers à se mettre à l'œuvre. Ils allument les grands foyers, entretiennent les braises, achetent la viande, pétrissent le pain et préparent les potages qui nourriront seigneurs et serviteurs, car la cuisine est un rouage essentiel de la vie, au château, une tâche invisible, mais vitale dans les écuries. Les palefreniers brossent les chevaux, réparent les harnais, curent les stalles en jeep, prévision d'une sortie du seigneur ou d'une partie de chasse, car les chevaux ici sont plus que des animaux. Ils sont des compagnons d'armes, des symboles de puissance, des instruments de prestige. Les dames de compagnie, quant à elles, assistent. La châtelaine dans sa toilette l'aide à s'habiller, à tresser ses cheveux, à choisir ses parures, mais aussi à écrire ses lettres ou à organiser les réceptions, car même les loisirs au château nécessitent une logistique minutieuse. Les valets entretiennent les appartements, balayent les sols, dépoussièrent les tapisseries, remplissent les bassines, vident les seaux d'aisance, allument les chandelles, tout un travail invisible mais indispensable pour maintenir l'ordre et la propreté dans cet univers de pierre froide. Toi qui appuies sur un interrupteur ou ouvres un robinet sans y penser, peux-tu imaginer ce que c'est de devoir tout faire à la main, de nettoyer, d'éclairer, de chauffer, sans machine, sans électricité, uniquement avec la force des bras et le savoir-faire transmis de génération en génération? Les écuyers préparent les armes, vérifient tes armures, les affûtent et les lustrent, avant de les remettre au maître d'armes ou au seigneur, car
Chaque pièce doit être impeccable, prête à servir lors d'un entraînement ou d'un combat soudain. Les forgerons travaillent sans relâche dans les ateliers près des remparts. Ils façonnent des clous, des ferrures, des outils, réparent les armes cassées, ajustent les pièces d'armure, un métier rude, exigeant, mais respecté, car sans eux, aucune défense n'est possible. La coordination de tous ces travaux repose sur l'intendant du château, un serviteur de confiance du Seigneur, qui supervise, veille et répartit les tâches avec autorité et précision, car un château bien tenu est le reflet d'un pouvoir fort et organisé. Et pourtant, après ces longues heures de labeur, les nobles se consacrent à d'autres activités, plus plaisantes, plus récréatives, car au-delà du travail et des responsabilités, la vie au château laisse aussi place aux loisirs. Dans les jardins ou dans la salle d'armes, les nobles s'adonnent à leurs loisirs après les obligations matinales. Car même au sein de cette forteresse de pierre, le plaisir et la détente ont leur place soigneusement codifiée et encadrée par les conventions sociales. La chasse à courre est l'un des passe-temps favoris du seigneur et de ses compagnons. Elle mobilise des chiens spécialement dressés, des chevaux rapides et une suite de serviteurs qui suivent à travers bois et champs pour traquer le cerf, le sanglier ou le renard. Une activité physique et périlleuse, mais aussi un rite de domination. Sur la nature, dans la grande salle, les dames préfèrent des loisirs plus calmes. Elles jouent aux échecs ou aux jeux de dés, écoutent les ménestrels lire des romans courtois ou chantent accompagnées d'un luth ou d'une harpe, car la musique adoucit l'austérité du château et marque les moments de répit toi, qui regarde un film ou joue à un jeu vidéo pour te distraire. Peux-tu imaginer ce que c'est de n'avoir que des jeux de plateau rudimentaires, des instruments acoustiques ou des récits oraux comme seule source de divertissement? Les chevaliers organisent parfois des tournois amicaux dans la cour du château ou des joutes improvisées testant leur habileté sous le regard admiratif ou moqueur des dames qui parient sur leurs favoris et encouragent les plus valeureux. Les enfants imitent les adultes, jouant à la guerre, à la chasse ou à la cour, apprenant par le jeu les rôles qu'ils endosseront plus tard, perpétuant ainsi les traditions et les valeurs de leur lignée avec une insouciance propre à leur âge, mais déjà imprégnée de responsabilité. La lecture est un privilège rare réservé aux plus instruits. Les dames feuillettent parfois de précieux manuscrits enluminés, récits d'amour. Courtois de chevalerie ou d'édifications religieuses soigneusement conservés dans la bibliothèque du château ou dans un coffre les loisirs ne sont jamais totalement déconnectés de la politique ou de la stratégie. Une partie d'échecs peut symboliser un conflit, un poème, un message codé, une chasse, une démonstration de puissance, car même dans le divertissement, tout est affaire d'image et de pouvoir. Et lorsque les loisirs prennent fin, chacun regagne ses quartiers ou ses fonctions. Car la vie au château est rythmée par une alternance précise de travail de prière et de détente dans un ordre immuable qui s'impose à tous. Mais pour certains moments, la vie se recentre sur le cœur défensif du château, un lieu à la fois refuge et résidence, le donjon. Le donjon se dresse au centre du château massif, imposant symbole de puissance et de protection, mais aussi lieu de vie, car il abrite les appartements privés du seigneur de sa famille et les salles essentielles à la survie. En cas de siège, au rez-de-chaussée, se trouvent de souvent les réserves de vivres de bois de vin, de céréales, stockées à l'abri des pillards ou des intempéries, car en cas d'attaque prolongée, ce sont ces provisions qui détermineront la capacité du château à résister dans les étages supérieurs. Les chambres du seigneur et de la dame offrent un relatif confort par rapport aux autres parties du château. Des tapisseries isolent du froid, des coffres renferment vêtements et objets précieux, et les lits sont ornés de baldaquins pour protéger du froid et des insectes. La salle d'audience du donjon est un lieu solennel où le seigneur reçoit ses hôtes, rend la justice ou discute des affaires importantes sous la protection de cette structure fortifiée qui lui assure autorité et sécurité. Toi, qui vis dans une maison confortable avec chauffage et fenêtres, peux-tu imaginer ce que c'est que de vivre dans cette tour de pierre sombre et froide sans autre chaleur que celle d'un feu de bois et sans autre lumière que celle des torches ou des bougies? Le donjon est aussi un refuge ultime en cas d'attaque. Les habitants du château s'y retranchent derrière ses murs,
épais ferment la herse, montant les escaliers en colimaçon, difficiles à franchir pour un assaillant et résistent autant que possible à l'envahisseur. La vie au donjon est donc marquée par une constante tension entre le confort recherché et la fonction défensive. Omniprésente, chaque meuble, chaque ouverture est pensée en fonction de ces deux impératifs vitaux. Les enfants y grandissent, protégés, mais aussi confinés, habitués à la rudesse du lieu, mais profitant des rares instants de jeu dans les coursives, ou les petites cours intérieures à l'abri des regards-rettes, pendant que le donjon veille silencieusement sur le château des hommes en armes, patrouille sans relâche sur les remparts, assurant la sécurité de tous, les gardes effectuent leur ronde jour et nuit sur les remparts du château, leurs silhouettes se découpant sur le ciel souvent gris ou étoilé en fonction des saisons, car la sécurité est une priorité absolue dans cet univers où la guerre et les attaques peuvent survenir. À tout moment, leur équipement est simple mais efficace. Une cotte de maille, un gant-bison, une épée ou une lance, parfois une arbalète pour repousser les assaillants à distance et une corne pour donner l'alerte en cas de danger. Ils arpentent. Ninja Ichito. Les chemins de ronde, surveillant les alentours, scrutant les bois, les champs, les routes, guettant tout mouvement suspect, car même la moindre colonne de fumée peut signaler une menace, un campement ennemi ou une bande de pillards-toi qui te sent en sécurité derrière ta porte verrouillée. Peux-tu imaginer ce que c'est de devoir compter sur ces hommes fatigués mais vigilants pour protéger ta vie, ta famille, ton domaine en échange d'une solde modeste et d'un abri sommaire? Les gardes se relaient à intervalles réguliers car veiller en permanence exige une organisation sans faille et une discipline rigoureuse même dans le froid, la pluie ou la neige. Il faut monter la garde, surveiller, entretenir les armes et les feux. De signalisation, parfois les rondes sont ponctuées de saluts discrets à un compagnon de faction ou de brefs échanges pour rompre la monotonie de ces heures passées à scruter l'horizon, sans relâche. Les tours de guet sont des postes stratégiques, d'où les gardes peuvent observer à des kilomètres à la ronde, communiquer par des signaux visuels avec les châteaux voisins ou envoyer un messager en cas d'urgence et quand la ronde se termine, les gardes regagnent leur corps de garde ou leur poste de repos, mais une autre équipe prend aussitôt la relève, car la vigilance ne s'interrompt jamais dans un château bien défendu. Pendant ce temps, d'autres artisans poursuivent leur labeur essentiel au bon fonctionnement du château. Car ici, chaque métier est indispensable à l'équilibre de cette petite société fortifiée. Au-delà des nobles et des serviteurs spécialisés, le château abrite aussi une multitude d'artisans sans lesquels la vie ne pourrait s'y maintenir, car derrière chaque pierre, chaque outil, chaque repas se cache le travail discret mais fondamental. De ces métiers, Manuel, le forgeron, est l'un des plus importants. Il façonne les armes, répare les armures, forge les clous, les charnières, entretient les fers des chevaux et assure ainsi la sécurité et la mobilité de tous dans le château. Boulanger prépare chaque jour le pain essentiel à la survie de tous. Il entretient le four banal, propriété du seigneur, où les habitants du domaine viennent aussi cuire leur propre pain moyennant une redevance. Le meunier, quant à lui, moude le grain dans le moulin à eau ou à vent, transformant les récoltes en farine, prête à être utilisée dans les cuisines du château ou vendue sur les marchés voisins. Toi qui achètes ton pain en quelques minutes, peux-tu imaginer ce que c'est? Que de dépendre du travail quotidien de ces hommes, de leur savoir-faire, de leur constance dans un monde sans machines, sans automatisation. Le tailleur d'habits confectionne et répare les vêtements des seigneurs et des serviteurs, ajustant les tuniques, les capes, les chausses avec une précision acquise par des années d'apprentissage et de pratique. Le charpentier construit et entretient les structures en bois du château, les ponts-levis, les escaliers, les toitures, mais aussi les meubles. Et les chariots, car sans lui, aucune extension ou réparation n'est envisageable. Le potier fabrique les ustensiles de cuisine, les cruches, les plats en terre cuite qui servent au quotidien, tandis que le cordonnier répare et confectionne les chaussures. Essentiel dans ce monde de pierre et de boue. Tous ces métiers se côtoient, s'entraident, parfois se disputent, mais participent ensemble au fonctionnement harmonieux du château, formant une communauté discrète, mais indispensable et au milieu.
De ces tâches matérielles, le rythme spirituel de la journée est marqué par un moment de recueillement partagé par tous la messe quotidienne, chaque jour dans la chapelle du château. La messe rythme la vie de ses habitants. Le chapelain prépare l'autel dès l'aube, allume les cierges, ajuste sa chasuble. Le son grave de la cloche résonne dans la cour, appelant nobles et serviteurs à se rassembler. Ici, la prière n'est pas une option, elle est une obligation sociale et spirituelle. Les seigneurs s'installent au premier rang, leurs enfants à leur côté, apprenant très tôt à suivre les rites et à respecter le silence solennel qui s'impose entre ces murs de pierre. Les serviteurs, eux, se placent à l'arrière, discrets mais présents, car même les plus humbles doivent témoigner de leur foi devant Dieu et leur maître. Le chapelain entame l'office, sa voix résonnant entre les voûtes de la chapelle. Les fidèles se signent, s'agenouillent sur les dalles froides, récitent en chœur les prières latines qu'ils ne comprennent parfois qu'à moitié, mais qu'ils savent essentielles pour leur salut et celui de leur seigneurie. Les enfants observent, répètent les gestes, s'imprègnent de ces habitudes qui régiront leur vie adulte. Toi qui peux choisir de croire ou non, peux-tu imaginer ce qu'est vivre dans un monde où la foi dicte non seulement les croyances, mais aussi les gestes du quotidien, des repas aux batailles? Le chapelain lit l'Évangile, bénit l'assemblée, distribue parfois la communion. La messe dure longtemps, sans hâte, car elle structure la journée, apaise les esprits avant les décisions importantes, les banquets ou les départs à la chasse. Après l'office, chacun reprend sa place dans le château. Le seigneur rejoint ses administrateurs, la dame supervise les servantes, les enfants retrouvent leur précepteur. Mais tous emportent avec eux l'empreinte de cette messe, le rappel constant que Dieu veille sur leurs actes. La chapelle se vide lentement, les cierges s'éteignent un à un, la cloche se tait. Le silence revient, lourd, plein de cette dévotion collective que nul n'ose transgresser. Et tandis que la foi rythme la vie, d'autres activités plus domestiques reprennent aussi leur cours dans le château. C'est souvent dans ces moments que les dames retrouvent leurs appartements, se consacrant à leurs tâches spécifiques, à la fois délicates et essentielles à la bonne tenue du domaine. Car la vie des dames dans un château est loin d'être oisive, bien au contraire. Dans les appartements privés du château, les dames organisent leur journée avec autant de rigueur que les seigneurs. Elles commencent par la broderie, art noble, et prisé, réalisant des motifs complexes sur des étoffes précieuses, destinées à orner les vêtements ou les murs de la grande salle. Assises près de la fenêtre étroite, à la lueur vacillante d'une chandelle, elles échangent aussi des nouvelles avec leurs dames de compagnie, partagent des confidences, mais surtout rédigent une correspondance importante, car la lettre est un outil politique, diplomatique, un moyen d'entretenir les alliances ou de négocier des mariages. La dame du château supervise l'organisation des fêtes, veille à la bonne gestion des provisions, à l'entretien du linge, à l'éducation des enfants. Elle transmet à ses filles les compétences qu'elles devront maîtriser pour devenir elles-mêmes des épouses dignes et respectées. Toi qui considères la gestion domestique comme une tâche secondaire, peux-tu imaginer qu'ici, elle est au cœur même du pouvoir, qu'elle garantit la réputation du seigneur et la prospérité de la seigneurie? Les dames s'occupent aussi de la charité. Elles visitent les malades du domaine, distribuent du pain aux plus pauvres, veillent à ce que la chapelle soit entretenue, perpétuant ainsi les valeurs chrétiennes qui régissent la vie médiévale. Parfois, elles se retirent dans leur oratoire personnel pour prier ou méditer, loin de l'agitation du château. Mais leur quiétude est souvent interrompue par la nécessité d'organiser un événement, de superviser une réception ou de préparer un voyage. Leurs journées sont longues, rythmées par les responsabilités et les imprévus. Elles doivent allier délicatesse et fermeté, diplomatie et autorité, car leur rôle est essentiel à l'équilibre familial et seigneurial. Et lorsque la santé d'un membre du château vacille, c'est souvent elle qui veille, qui appelle le barbier chirurgien, car les soins sont une affaire sérieuse et souvent périlleuse dans ce monde où la médecine est encore rudimentaire. Au château, les soins sont assurés par un barbier chirurgien, personnage indispensable mais redouté. Il coupe les cheveux, extrait les dents, pose des ventouses, pratique des saignées avec son matériel rudimentaire, souvent en plein air ou dans une petite pièce sombre et froide. Les remèdes sont à base de plantes, sauge, thym, ortie, parfois mélangés à du vin ou du miel. Les dames du château connaissent certaines de ces préparations, qu'elles administrent aux enfants en cas de fièvre ou de blessures légères.
Les blessures plus graves, les infections ou les maladies contagieuses sont redoutées car les moyens de les traiter sont limités. Une simple coupure peut s'infecter et devenir mortelle. La peste, la dysenterie ou les fièvres épidémiques, décimant parfois la population sans qu'aucun remède efficace n'existe. Toi qui accèdes aux soins en quelques minutes, peux-tu imaginer ce que c'est de vivre dans un monde où chaque douleur, chaque fièvre peut être fatale, où l'on prie autant pour la guérison que pour l'âme du malade? Les chirurgies sont brutales, sans anesthésie, sans hygiène véritable. Les instruments sont nettoyés sommairement, les cris des blessés résonnent dans les couloirs. Mais ces soins, aussi rudimentaires soient-ils, sauvent parfois des vies. Le barbier chirurgien est respecté pour son savoir, mais craint pour ses méthodes. Il vit souvent en marge, entre la confiance et la peur. Les seigneurs font appel à lui en dernier recours, préférant, autant que possible, les remèdes plus doux et les prières. La santé est précaire. Les épidémies imposent des quarantaines. Les malades sont isolés. Les funérailles se succèdent, rythmées par les cloches et les messes. La mort est omniprésente, familière, acceptée comme une composante inévitable de la vie médiévale. Et lorsque la nuit tombe, les serviteurs préparent les bougies, les torches, car dans l'obscurité du château, sans éclairage, tout devient plus dangereux, plus angoissant. Dans les grandes salles du château, la lumière est rare, diffuse. Le jour, elle pénètre faiblement par les fenêtres étroites, protégées par des volets en bois ou des toiles cirées. La nuit, elle dépend des chandelles de suif, des torches, fixées au mur, des feux de cheminée qui crépitent lentement. Le chauffage est un défi constant. Les cheminées sont grandes, mais leur rendement est médiocre. La chaleur se perd dans les murs de pierre. Les tapisseries et les tentures servent à isoler partiellement les pièces, à retenir un peu de cette précieuse chaleur. Toi qui règles ton thermostat d'un simple geste, peux-tu imaginer ce que c'est de dépendre d'un feu que l'on doit entretenir sans cesse, alimenté en bois coupé à la main, sous peine de voir la pièce redevenir glaciale en quelques minutes? Les serviteurs passent des heures à préparer le bois, à allumer les foyers, à surveiller les flammes. Les étincelles peuvent provoquer des incendies. Les fumées envahissent parfois les pièces mal aérées, rendant l'air étouffant. Les chandelles, précieuses, sont réservées aux pièces nobles. Les serviteurs se contentent souvent de la lumière du feu ou de simples lampes à huile. La nuit, le château devient un lieu d'ombre et de murmures, où chaque déplacement exige prudence et habitude. Les enfants apprennent très tôt à se repérer dans cette obscurité, à reconnaître les craquements du bois, les sifflements du vent dans les couloirs, les silhouettes vacillantes des torches au loin. Mais malgré ces difficultés, le château reste vivant, même la nuit. Les gardes montoient la garde, les serviteurs veillent, les malades gémissent, et les seigneurs se retirent dans leurs appartements, enveloppés dans d'épaisses couvertures pour affronter la froideur de la nuit. Lorsque la nuit tombe, les portes du château se ferment lourdement, les herses sont abaissées, les gardes se postent aux entrées, armés et vigilants. Le silence s'installe, interrompu seulement par les pas des sentinelles ou les hurlements lointains des loups dans la forêt. Les seigneurs se retirent dans leurs chambres, entourés de leurs familles et de quelques serviteurs de confiance. Les lits sont larges, entourés de rideaux épais pour protéger du froid et des regards indiscrets. Les serviteurs, eux, dorment dans des paillasses ou sur des bancs, à proximité de leur maître. Le feu est attisé une dernière fois avant de sombrer dans la veille. La lumière des torches faiblit. Le château s'endort lentement, bercé par les craquements des poutres et le souffle régulier du vent contre les murs. Toi qui dors paisiblement derrière des fenêtres fermées, peux-tu imaginer ce que c'est que de dormir dans ce grand corps? De pierre, exposé au froid, à l'humidité, au bruit des animaux et à la menace constante d'une attaque ou d'un incendie. Les gardes veillent toute la nuit, faisant des rondes régulières sur les remparts, prêts à sonner l'alarme. Au moindre mouvement suspect, la sécurité du château repose sur leur vigilance inlassable. Les enfants dorment blottis les uns contre les autres, réchauffés par la chaleur des corps plus que par celle des cheminées. Les dames prient parfois avant de fermer les yeux, confiant leur âme à Dieu avant de s'abandonner au sommeil.
Dans la basse-cour, les animaux se taisent, les flammes s'éteignent. La nuit enveloppe tout le château d'un manteau d'obscurité et de silence. Seuls les cliquetis des armes des gardes et les chuchotements des serviteurs rompent cette quiétude apparente. Et ainsi s'achève une journée ordinaire dans un château français au XIIIe siècle, laissant place à une nouvelle aurore au son familier de la cloche qui, à l'aube, appellera de nouveau chacun à reprendre sa place dans cette société rigoureusement organisée. Alors, après avoir vécu cette journée complète dans un château du XIIIe siècle, que ressens-tu? Ou as-tu réalisé à quel point la vie noble, loin d'être un long fleuve tranquille, était une succession de rituels stricts, de responsabilités écrasantes et d'efforts incessants? Penses-tu que tu aurais pu te lever au son de la cloche, endurer la toilette glaciale, t'entraîner chaque jour à l'épée, gérer des terres entières et participer à d'interminables messes, banquets et conseils? Ou préfères-tu finalement le confort discret et paisible de ta vie moderne? Cette plongée dans la vie médiévale te montre-t-elle à quel point nous avons transformé notre quotidien en quelques siècles? Réalises-tu que ce que nous appelons aujourd'hui des privilèges élémentaires, chauffage, hygiène, alimentation variée, étaient autrefois des luxes inaccessibles, même aux plus puissants? Si cette exploration t'a surpris, ému ou même choqué, dis-le-moi en commentaire. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? La discipline quotidienne, l'omniprésence de la foi, l'absence de confort, ou peut-être la beauté secrète d'un monde où chaque geste avait du sens, chaque rôle une place déterminée, et surtout, aurais-tu aimé vivre à cette époque? Te vois-tu en seigneur, en dame, en écuyer ou en simple artisan du château? Si tu veux continuer à explorer ces facettes méconnues de la vieille France, abonne-toi à cette chaîne. Active les notifications pour ne rien manquer des prochains récits immersifs que je prépare pour toi. Car ici, nous ne racontons pas l'histoire. Nous la vivons, nous la ressentons, nous la comprenons ensemble, à travers les sons, les odeurs et les émotions d'un passé qui continue de vibrer en nous. Alors, prêt pour la prochaine aventure? Je t'attends. Abonne-toi, commente, partage et surtout, garde ta curiosité vivante. C'est elle qui te mènera toujours plus loin. À très bientôt sur Contes de la vieille France.